un tribunal et la question qui se joue, c'est qu'est-ce qu'un homme? Donc une question très philosophique. J'espère que vous allez nous suivre. Bonne soirée. Jamais je ne me serais figuré. C'est aussi pour le rhabit des habits. Pourquoi? Pour la décence? C'est quand même un peu triché, non? C'est vrai. Savoir comment ils sont là-dessous. Tenez, moi j'avais au Bengale un jeune gorille que j'habillais en indigène pour nous servir le thé. Eh bien, aucune de nos ladies n'a jamais pris garde à la différence. Bah ça ne m'étonne pas d'elle. Moi non plus. Mais et que serait-ce si tous les gorilles, ça avait été habillé trop vite? C'est vraiment saisissant. On croirait avoir affaire à des hommes véritables. Non, non, des hommes? C'est impossible. Pourquoi non? Regardez leurs oreilles. Les gens qui disent je veux bien vite, tu perds l'oreille, ça n'a rien d'humain, ça. Peut-être. Mais les yeux. Il y a quelque chose derrière ces yeux. Oh, comment que penser de mon chat? Si, il y a une pensée. Très vague encore et très obscure, peut-être. Mais tout de même une pensée. Moi, quand mon chat me regarde, je vois mieux qu'une pensée. La tendresse et l'amour. Oui, enfin, l'affection, c'est pas une pensée. L'embêtant, c'est qu'on ne voit pas leurs mains, enfin leurs pieds dans ces chaussures. Peut-être que ça changera. Non, parce que moi, ma conviction est faite. Et ce n'est pas la forme de leurs oreilles, de leurs orteils ou de leur astragale qui me fera dire le contraire. Et moi, je dis que ces animaux-là, ce sont des hommes comme vous et moi. C'est de la diffamation. Avez-vous déjà vu des hommes si tranquilles, inoffensifs? Petits, petits, petits. Regardez comme ils sont contents. Et moi, je dis que ce temple mort, il a assassiné son fils. Voilà tout. Et que s'il devient permis d'aller noyer ses gosses comme des chiots, c'en est fini de l'Angleterre. Allons, allons. On nous a bien montré que ce ne sont ni leurs pieds, ni leurs mains qui peuvent nous permettre de nous prononcer. La couronne a raison. Que sont ces créatures d'un point de vue légal? Voilà la question à mon avis. Et que sont-elles, selon vous, de ce point de vue légal? Peut-être votre honneur voudra nous aider à répondre. Votre honneur, une discussion du prétoire serait contraire à toutes nos traditions. Il n'est pas toujours bon de les suivre à la lettre. Je ne comprends pas, votre honneur. Je m'en ferai une raison. Si vous le prenez ainsi, je saurai durer plus longtemps. Je me retire pour rédiger mes conclusions. Faites, mon cher, faites, je vous en prie. Décidément, votre honneur me voit obligé de retirer aussi. Vous savez, au point où nous en sommes, je suis d'ailleurs en train d'accumuler les vices de forme. Mais vous avez raison. N'exagérons pas. Et je vous écoute, monsieur le président. Voilà. Si vous pouvez, my lord, nous rappeler quoi? La définition de l'homme. La définition ordinaire, légale, juridique. Eh bien, ma foi, c'est assez simple. Une telle définition, dans la loi britannique, n'existe pas. J'ai du mal me faire comprendre. Nous sommes bien quelque chose, my lord, légalement parlant. Vous êtes commerçant ou notaire, marié ou célibataire, contribuable, abonné au gaz, à la limite, Mais comme homme tout court. Sujet de Sa Majesté! Mais non! Anglais, manchou, champion de boxe ou académicien, cela nous est bien égal. Nous demandons comme homme, mon pétard. Rien. La loi ne le dit pas. C'est incroyable. Faut-il comprendre, my lord, qu'on a pensé à tout, à fabriquer des lois sur tout et sur le reste, qu'on a tout promulgué, édicté, enregistré, réglementé, même les plus petites choses, sauf quoi? Justement nous-mêmes. C'est peut-être incroyable en effet, mais c'est ainsi. Vous m'envoyez étonné comme vous. Mais alors, n'est-ce pas comme si l'on avait pensé à rien? Comme si l'on avait mis un tas de charrues avant les bœufs? Parce qu'enfin, my lord, si les hommes ne savent pas ce qu'ils sont, comment diable peuvent-ils s'entendre sur ce qu'ils veulent?
doute bien pourquoi ils s'entendent si mal, mais vous avez raison. Pour pouvoir dire de l'accusé s'il est coupable ou innocent, encore faut-il savoir si ces tropies sont ou ne sont pas des hommes. Et comment le faire tant qu'il n'est pas défini exactement ce qu'est un homme, exactement et légalement. Et c'est là votre tâche, cher jury, pour commencer. À nous, madame. Et à qui d'autre, puisque ce n'est pas fait. Mais comment voulez-vous... Permettez votre honneur, mais c'est fait. Et même très bien fait. Vite, dites-nous cela. Il y a longtemps déjà qu'on laisse là un mouton ce qui distingue l'homme de la bête. C'est la raison. Ce n'est pas la raison qu'on sujette à l'erreur. C'est que nous sommes formés pour connaître Dieu et que les bêtes, elles ne le sont pas. Et comment savons-nous que les bêtes ne connaissent pas Dieu à leur manière? J'avais un père au... D'ailleurs, moi je proteste. Bonne ou mauvaise, la raison, c'est la raison, et je ne sors pas de là. Je dois vous prévenir, my lord, que si le jury devait adopter une formule où serait absente l'idée de Dieu, je me récuserais immédiatement et quitterais le tribunal. Et moi aussi, si ce devait être encore une de vos damnées menteries. Eh bien, c'est bien, nous voilà bien partis. Allons, allons du calme et procédons par ordre. L'un est pour Dieu, l'autre pour la raison. Il doit bien exister un moyen terme. Sûr. Et simple comme bonjour. Ah. Et lequel? Les perversions sexuelles. Bien, j'avoue que je ne vois pas. Le moyen terme est pourtant bien visible. Dieu partage tous les êtres en mâle et en femelle. Pas d'exception chez l'animal. Seul l'homme et la femme, parce que doués de raison, savent se passer de l'autre sexe. Seulement pour des plaisirs pervers, pour le péché. Mais non. Nombre de sociétés brillantes ne furent-elles pas fondées sur... Excusez-moi. La pédérastie. Mais ce qui distingue l'homme à vos yeux, colonel, sont-ce les sociétés brillantes ou est-ce la pédérastie? Car j'ai le regret de vous informer, vous ne le savez pas encore, étant moi-même éleveur de volailles, j'ai parfois observé que les ménages homosexuels étaient choses courantes chez les canards. Quelle horreur! Et c'est dégoûtant. Non, moi je voulais dire la différence. C'est que les animaux sont bons et que l'homme est méchant. Voilà. Hein? Et le tigre du Bengale, vous le trouvez bon? Et femmes de d'Assise, vous le trouvez méchant? Ce sont des exceptions. Stupidité. Animal raisonnable, voilà l'homme, et je n'en démords pas. Car il est bien raisonnable, n'est-ce pas, de tirer le canon pour s'entretuer? Et combien de chrétiens est charitables de brûler des gens sur des bûchers? Je n'en demanderai pas non plus. L'homme, c'est la foi en Dieu. Connerie de sacristie. L'homme n'apporte ses l'outil. C'est son âme. Le travail. Le Le sensei. méditation. Stop! Ne vous disputez pas. Je vais encore une fois devoir vous mettre d'accord. Les bûchers, l'église, le social, la méditation, tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout le temps. C'est l'histoire. Ce sont les hommes qui ont fait l'histoire, certes. Et c'est l'histoire qui a fait l'homme. D'où il ressort qu'au temps préhistorique, nos aïeux n'étaient pas des hommes. Merci pour eux. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? L'art des cavernes. Les hommes meurent, les civilisations aussi. Et que reste-t-il des Grecs et des Romains et des Égyptiens? Les œuvres des artistes. L'histoire est un tombeau. L'homme, c'est l'art. Le reste, le silence. Très bien, très bien. Mais l'art alors, c'est quoi? Définition, définition. Oh, il n'y a pas besoin de définir l'art. Tout le monde sait ce que c'est. Oh, mais pas besoin non plus de définir l'homme, tout le monde sait ce que c'est. Mais je ne prétends pas autre chose. Oui, mais nous ne discutons pas pour constater que l'homme n'a pas besoin d'être défini, mais pour nous efforcer de le définir. Et nous voici moins avancés, j'en ai peur que nous ne l'étions au commencement. Vous avez une audience tout à l'heure? Une audience? Bien entendu. Qu'est-ce que vous lisez là? Le code Napoléon, c'est tout dire. Ce Bonaparte a toujours été très encombrant. Qu'est-ce que c'est ce code? Le droit français. Mais qu'avez-vous à faire avec le droit français? Qu'est-ce que vous y cherchez? Une définition, les Français sont très forts en définition. Je les trouve agaçants pour ma part. Avec ce soin maniaque de toujours mettre tous les points sur les i. Ce qui est encore plus agaçant, c'est justement quand vous cherchez un de ces petits points maniaques et que là, ils ne l'ont pas mis. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Bien, vous avez là un monument de logique minutieuse, où les lois s'emboîtent les unes dans les autres, avec la précision d'un mouvement d'horloge, où chaque chose est définie et codifiée, même le propriétaire de l'œuf que la poule a pondu dans le sang du voisin. Oh, vraiment? Et l'homme,
L'homme et le citoyen lui-même n'en disent rien. N'existe pas, pour l'instant. Et qui est son définitive? L'homme et le citoyen? Bah non, le propriétaire de l'œuf. C'est le propriétaire du champ. À moins que ce soit celui de la poule, enfin, peut-être que j'ai oublié. Dommage. N'est-ce pas celui qui l'a trouvé? Enfin, vous ne trouvez pas ça invraisemblable? Bah non, c'est la c'est bien naturel. Non. Je dis que l'on s'intéresse plus à l'œuf qu'à l'homme. N'est-ce pas tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes? Tenez, on ne sait même pas juste ce que c'est qu'un langage. On l'a bien vu tout à l'heure en audience. Et ça n'empêche pas les cuistres de discuter sans fin de multiplier sans quatre. C'est donc pourquoi l'on fait de la peinture, de la littérature, et l'on discute d'abstrait, de figuratif, de pièces à thèse, d'anti-roman. On préconise et on condamne sans jamais se référer à ce que nous sommes, que nous ne savons pas. Tenez, moi-même, qu'est-ce que je fais si on appliquait des tabous, comme les sauvages? Ça, c'est défendu, ça, c'est toléré. Mais nos lois, sur quoi sont-elles fondées? Sur quelle base irréductible de ce qui fait que l'homme est homme? Bagage, pas de réponse. Personne n'en sait rien. Et bien mieux, personne ne s'en soucie. Comme s'il y avait dans le fait d'exister comme une sorte d'évidence qui nous permettait de le définir. Comment? Rien, je n'ai pas parlé. Au tribunal, d'un côté, me voilà. Donc je pense, je suis juge, je dois rendre des jugements exacts. Et de l'autre côté, c'est l'accusé. Et lui et moi, qui sommes-nous? Et si je ne le sais pas, de quel droit le juge? Mais vous jugerez tout de même ce jeune Tom Plummer. Tandis que vous savez qu'il a tué en somme une petite bête. Eh bien, justement, on peut pas encore dire qu'il s'agit d'une petite bête, parce que... Mais voyons, tout montre bien. Tout. C'est ce que vous appelez tout. Mais est-ce que je sais, cela se voit tout seul, non? Vraiment? Qu'est-ce qui se voit tout seul? Bah, est-ce que je sais? Tenez, ces tropies n'ont même pas le gris-gris au cou. Des gris-gris? Vous en portez, vous, des gris-gris? Bien sûr, je pense que j'en porte. Notre anneau de mariage, par exemple. Et cette broche que je me suis achetée chez Friedhelm. N'avez-vous jamais regardé une vitrine de Friedhelm Peabody? N'est-ce pas plein de gris-gris? Oui, je vois bien. Et vous-même, mon ami, votre belle perruque, n'est-ce pas un gris-gris elle aussi? Oh, ce n'est pas pour me moquer, mon ami, pas du tout. Chacun a des gris-gris de son âge, je pense. De beaux bijoux, ou une autoraphie, ou l'ordre de la jarretière. Et les peuples aussi, il me semble. Les plus jeunes, les plus sauvages, ont les gris-gris les plus simples. Aux autres, il faut des gris-gris plus compliqués. Mais tous en ont, je crois. Or, voyez-vous, les trompiers n'en ont pas. Il faut qu'il y ait des gris-gris dès que l'on croit en quelque chose, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, on peut naturellement refuser de croire aux choses admises que l'on vous enseigne à l'école, à l'église, mais cela n'empêche pas même les esprits forts, je veux dire. Ceux qui ne prétendent ne croire ni à Dieu ni à diable, nous les voyons chercher, n'est-ce pas? Mon pauvre père, il aurait voulu être yogi. Il en a lu le pauvre des bouquins. Dieu de gris-gris, toute une bibliothèque. Pour d'autres, c'est la physique, la chimie, il y a l'astronomie. D'autres peignent des tableaux, écrivent de la musique. Ce sont leurs gris-gris, en somme. C'est leur manière à eux de se défendre contre toutes les choses incompréhensibles qui nous font tellement peur quand nous y pensons. Vous voyez ce que je veux dire? La nuit, les fantômes, l'éternité, la mort. Et ce que je sais, le ciel qui n'en finit pas. N'est-ce pas votre avis? Mais si vraiment on ne croit à rien, si l'on n'a aucun gris-gris, c'est qu'on ne s'est jamais rien demandé, n'est-ce pas? Jamais. Il me semble que dès que l'on a peur... Non, mais voyez voir, Dieu. Ces pauvres êtres tellement sauvages que nous avons vu à Ceylan l'autre hiver. Ils avaient tout de même des gris-gris, non? Et ces pauvres bêtes qui se nourrissaient juste de vers et de vermine. Il y avait des gris-gris aussi? Mais non. Ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient des gris-gris, c'est qu'ils croyaient en quelque chose. Et s'ils croyaient, c'est qu'ils se sont demandé, je ne sais pas moi, ce qu'il y a dans le ciel ou ailleurs, dans la montagne, la mer, enfin des choses auxquelles ils pouvaient croire, vous voyez. Même cela, ces pauvres brutes se sont demandé. Alors si un être ne se demande rien, mais il a vraiment rien, rien du tout, eh bien je pense qu'il faut vraiment qu'il soit une bête. Vous ne pensez pas ainsi?
Même un îlot de village se demande des choses. Mais je bavarde, je bavarde. Non, non, vous m'avez dit là des choses singulières, ma chérie. Elles me feront réfléchir, je crois. On fera quitter, n'est-ce pas? J'aurais tant de peine pour ce petit. Encore une fois, ma chère, seul le jury a Bien quel- entendu, bien entendu. Puis-je vous débarrasser de ce bonnet parté pour ce qui vous a servi? Ah. Les tropies. Oubliez ça. Et les tropies n'ont pas de gris-gris. Ils ne dessinent pas. Ils ne chantent pas. Ils ne font pas de fête. N'ont pas de rite. Pas de danse. Pas de sorcier. Ils ne sont même pas anthropophages. Peut-il exister des hommes sans tabou? Professeur Krebs, la Cour désire vous poser une dernière question. Au cours de vos observations sur la psychologie primitive, avez-vous, vous, professeur, ou l'un de vos collègues, observé une de ces tribus qui n'est pas de gris-gris? Des gris-gris. C'est-à-dire, voyez-vous que la première pensée d'un primitif se confond avec de la magie? En effet, gris-gris, totem, tabou, etc. Ainsi, pas d'exception. Aucune, my lord, serait impossible. Et les animaux? Les animaux. Rien d'équivalent chez les singes, par exemple? Oh, mais non, my lord, comment voudriez-vous? Toute pensée, même magique, implique un cerveau capable d'abstraction. Et aucune bête n'en est capable. Aucune, my lord. Par exemple... Non. Les grands singes, pas capables d'abstraction. Alors là c'est fou combien on prend les animaux pour des imbéciles. Contre n'importe quelle récompense. Le premier macaque venu vous classera les objets les plus hétéroclites, en minéral et en végétal, en noir et en couleur, en dur et en mou. C'est pas de l'abstraction, ça. Et l'orangutan de Furness, l'orangutan de Furness, qui disait ti, et qui disait papa. C'était pas de l'abstraction. On a même essayé de lui faire prononcer l'article the. Mais ça, c'était de l'abstraction pure et l'animal est mort. Beaucoup de mes amis français, assez intelligents pourtant, mourront, je le crains, avant d'y parvenir. Mais avez-vous connu des singes qui usent des gris-gris? Non, jamais. En revanche, j'ai connu une guenon charmante à Calcutta. Et avant de s'endormir, elle avait pour habitude de protéger sa modestie avec une sandale verte, dont elle ne se séparait jamais. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un gris-gris. D'ailleurs, my lord, pourquoi voudriez-vous que les animaux portassent des gris-gris? Ils vivent dans la nature. Ils ne s'en sont pas séparés, arrachés comme nous, et n'ont aucune raison de... Séparés, dites-vous? Arrachés? Voulez-vous dire que si nous portons des gris-gris, c'est parce que nous sommes arrachés, séparés de notre nature? C'est pour ça que l'homme a peur? Ça me paraît ça, oui, my lord. Parce que par exemple, il ne faut pas avoir peur d'être mouillé pour aller dans l'eau. Un poisson n'aura jamais l'idée de se munir d'un parapluie, par exemple. Bon, et donc, pour trembler devant la nature, comme aussi bien pour l'admirer, il faut avoir pris de la distance. Nous la contemplons du dehors comme un spectacle épouvantable et merveilleux. Tandis que l'animal n'a pas pris cette distance et n'a par conséquent pas même conscience du spectacle? C'est ça, my lord. En somme, l'animal fait un avec la nature, tandis que l'homme fait deux. N'est-ce pas là, révérend, une très grande différence? Certainement assez grand. Eh bien, mon père, nous vous remercions de votre... Nom d'un pétard! Qu'y a-t-il, révérend? Excusez-moi, my lord, mais l'œuvre de Christophe Colomb. Vous avez découvert l'Amérique? Non, my lord, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien, vous avez dit que l'animal fait un avec la nature, tandis que l'homme fait deux avec elle. Il s'en est arraché, il s'est dénaturé. J'ai dit tout cela? Non, mais c'est exactement ce que cela veut dire. Des animaux dénaturés, voilà ce que nous sommes. Dénaturés? Oui, sortis de la nature, afin de la comprendre et de la maîtriser. Oh, mais ma parole, Bob, voilà bien la première idée raisonnable que je vous entends articuler. Et en quoi cela nous avance-t-il? En quoi? Mais seul, de toute
J'aimerais bien partager les pouvoirs, partager votre enthousiasme, mais pourtant... Et pourtant, c'est l'évidence. Mais c'est Quoi? l'évidence Quoi? que rien d'humain n'aurait été possible sans cette insurrection, sans cette rébellion. Mais je n'aime pas du tout cette idée-là. Il ne s'agit pas d'aimer, procureur, il s'agit de savoir si elle est vraie ou fausse. Elle est fausse comme raison! Et pour quelle raison? Parce que la nature est notre mère à tous et qu'on ne se rappelle pas notre mère! La nature, procureur. Si vous vous étiez accepté dans votre état de nature, porteriez-vous cette belle perruque et ce collet blanc? Eh bien non. Il vous faudrait encore cavaler nu dans la forêt originelle, en agitant votre crinière, nous les protéines, ces deux chicots à la menthe, vous nourrir d'insectes, de racines, ces deux glands. Opposition! Procureur, avez-vous à nous proposer quelque chose de mieux? Non, mais je propose de nous mettre cette idée de rébellion. C'est pas au maintien de l'ordre, en tout cas. De l'ordre établi. Peut-être, mais il y en a d'autres. C'est possible. Mais mon rôle dans ce prétoire est de maintenir l'ordre établi. Opposition! Mais enfin, cher... Opposition! Opposition! Mon père, entendons-nous bien. Ce que vous désignez par l'expression esprit religieux, c'est bien notre aspiration à percer le mystère des choses. Oui, oui, c'est cela, my lord. Le refus de notre ignorance. Le même, my lord. Et ce que vous nommez du mot de rébellion, c'est bien ce même refus des choses comme elles sont. C'est cela, my lord. Bien. Procureur, étendez-vous vos préventions à l'esprit religieux. Non, non, il faut de la religion pour un peuple. Ah, mais non! La défense est d'accord? Pourquoi ne pas adopter le mot rébellion puisque c'est la même chose? N'importe où, je n'importe! C'est pas studieux puisque c'est la même... Calmez-vous. On a souvent bien plus peur des mots que des idées. Laissons donc le jury adopter la formule de son choix. La rébellion ou l'esprit religieux. Ces mots devront être pris dans leur sens propre ou leur sens contraire, selon les préférences. De toute manière, l'essentiel est acquis. Voici, pour la première fois, l'homme enfin défini. Il ne nous reste plus à... Je demande la parole! Bien, monsieur Templemore, vous y avez mis le temps. Parlez, je vous en prie. Un instant, my lord, Bob, puis-je vous embrasser? Mesdames et messieurs du jury, c'est un grand jour, je crois. Les grâces soient rendues au père d'Illégant. Par qui ma présence sur ce banc est enfin justifiée? L'homme, animal rebelle, voici donc ce pays non content d'avoir apporté au monde son premier parlement, qui lui apporte dès aujourd'hui la première définition universelle de notre espèce. Messieurs, vive l'Angleterre! Et là, Moi, je suis écossais. Je me suis associé à cet hommage, mais je proteste contre l'indécence d'y avoir été invité par un bourreau d'enfant. Mes chers confrères, vous anticipez? Messieurs, il est bien vrai que cet instant est solennel. Mais le procès continue. L'accusé demeure inculpé de meurtre. Qu'une trace de rébellion, l'esprit religieux, soit observée chez ces tropies, nous devons les déclarer humains en droit comme en fait. Et vous, monsieur Templemore, serez condamné. Vous vouliez nous parler, qu'avez-vous à nous dire? que depuis le début de ce procès, my lord, un détail m'a frappé. Moi aussi, si c'est le même. La plupart de tropies, nous a-t-on dit ceux qui ont suivi Krebs, ne font pas de feu, se jettent sur la viande crue et le dévorent tel quel. Ah, je ne savais bien que vous plaideriez qu'ils sont des singes. Quant aux autres, ceux qui ont refusé de quitter leur grotte, ils allument bien du feu sur leur quartier de viande, mais ils les retirent sans tarder et dévorent aussi tel quel. Un instant, nous dit-on, comme les chiens qui enterrent son as, mais dans ce cas, my lord, comment expliquer que cet instant, tous les tropies ne le partagent pas? Vous avez raison, cela reste à élucider. Tandis que, si au contraire, l'on considère ce geste étrangement inutile, comme une cérémonie du feu, une ébauche d'acte rituel, de purification ou d'exorcisme, une forme primitive de tabou, my lord, tout ce comportement ne s'explique pas? Oui, mais n'êtes-vous pas en train de plaider que les tropies sont des hommes? Il le sent, my lord. Si le jury vous suit, Mais s'il ne me suit pas, c'est juste un petit peu que nous avons dedans. seulement quelques-uns. Un seul juste aurait sauvé son homme, my lord. Un seul tropie eût-il franchi la ligne
sa part l'homme de la bête, qu'il nous faudrait accueillir toute l'espèce avec lui. C'est vrai, car s'il nous eût fallu, nous que voilà, franchir la ligne et sans l'aide de personne, serions-nous nombreux, très nombreux, à prétendre au rang d'homme? La cour, monsieur Templemore, respecte votre courage. Mais réfléchissez bien, une fois que la couronne aura parlé, plus personne ne pourra demander la parole. Avez-vous quelque chose Non, à Major. ajouter? Je m'adresse à la défense. Selon la volonté de mon client, il n'y aura pas de plaidoirie. Oh, pas même pour une circonstance atténuante? Non, votre honneur. La parole est donc à l'accusation. Qu'ajoutez, votre honneur? Qu'il ne soit déjà dit, c'est à la face du monde. C'est l'accusé lui-même qui l'avoue. Les hommes, les tropies sont des hommes. Quel beau cadeau qu'on leur fait là. Ils vont devenir menteurs, voleurs. Ah, chut. Ainsi, la cause est claire et me dispense de réquisitoire. Nous jugeons le meurtrier d'un enfant, son enfant. Et s'il vous reste pourtant quelques scrupules à l'égard d'un sujet de Sa Majesté, je vous en conjure, ne cédez pas la place à une indulgence déplacée qui portera un coup fatal à la protection de l'enfance. Et ouvrirez les vannes à un déluge d'indicibles. Sachant ce que vous savez, vous n'avez plus d'autre voie. Vous devez déclarer l'accusé coupable. J'ai dit. La parole est à la défense. Opposition, votre honneur, vous l'avez dit, dans ce pays, nul ne parle après la couronne. Sauf s'il s'agit d'un point de droit. Je ne vois aucun point de droit que nous puissions encore soulever, votre honneur. Si l'on peut en soulever plusieurs encore. Mais un seul suffira. Mon distingué confrère, si pointueux sur les questions touchant la légalité, saura-t-il nous dire si, à sa connaissance, il existe dans ce pays des lois rétroactives? Non, ce serait absolument contraire à l'esprit de nos lois. Bien. Le jury va très probablement répondre dans un instant que les tropies sont des hommes. C'est bien votre avis, cher confrère. Assurément. Donc ils n'auront jamais été autre chose que des hommes. Et la victime, un petit enfant. Assurément. Mon client est assassin. N'est-ce pas évident? Bien. Supposons maintenant pour une seconde que le jury décide que les tropies sont des singes. Ils auront donc toujours été des singes. N'est-ce pas évident aussi, mon cher confrère? C'est-à-dire... Il y a une question posée, monsieur le procureur. Serait-il pas des singes et la petite victime aussi? Je proteste votre honneur contre une diversion de dernière minute qui vise à jeter le doute. Veuillez répondre, monsieur le procureur. Serait-il pas des singes et la petite victime aussi? Repartons-nous à l'époque des faits. L'accusé est-il censé savoir 6 mois à l'avance ce qu'il ne va se décider ici que tout à l'heure? Par conséquent, ni vous, ni lui, ni moi, ni les jurés, ni personne n'aurait pu dire ce qu'étaient, ce que sont encore les tropies au moment où je parle. Ne serait-ce pas, mon cher confrère, lui appliquer une peine rétroactive? Ce sera assurément lui en appliquer une. Mais... votre... Et maintenant, comme le veut l'usage, résumons les débats. L'humanité, nous le voyons, n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir. En d'autres termes, l'espèce humaine est un club très fermé. Il n'y entre pas qui veut. Il faut montrer pas de blanche. Les tropies, comme le pense l'accusé, ont-ils vraiment fait preuve des mérites nécessaires? En un mot, sont-ils des hommes? Ce sera la première question qui vous sera posée. Si vous répondez oui, nos règlements protégeront à l'avenir leur vie et leurs droits. Mais dans le passé, les protégeait-il? L'accusé est-il coupable d'avoir enfreint il y a 6 mois cette protection future? Et faut-il rétroactivement lui appliquer une peine? Ce sera la deuxième question qui vous sera posée. Mesdames, messieurs du jury, veuillez vous retirer pour délibérer. Pourquoi faire, my lord? Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Par conséquent, à la première question, nous répondons oui, les tropies sont des hommes. À la deuxième question, nous répondons non,